photo aujourd'hui, pas du violon, de la photo. Bonjour, donc je m'appelle Bertrand Kulik, je suis violoniste, c'est mon métier. Et la photographie est une part très importante aussi à mon domaine artistique, on va dire, puisque quand j'ai du temps libre, que ce soit entre des concerts ou parfois en tournée, quand je pars, il m'arrive de partir avec des orchestres ou en musique de chambre. Enfin, j'ai toujours mon appareil avec moi, donc ça m'amène à faire pas mal de photographies. Comme tout photographe qui se respecte, tu as toujours ton matos avec toi. J'ai toujours mon matos avec moi, c'est vraiment important. Alors, petite parenthèse, t'es donc pas photographe professionnel, et pourtant t'as quand même un métier qui vend un peu du rêve. C'est vrai que je suis pas photographe professionnel, seulement je dirais que pour moi la photographie ou la musique c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on rentre dans des domaines, le domaine de la sensation, le domaine d'aller dans la matière, d'aller dans la couleur. Et pour moi, il n'y a aucune différence, que ce soit avec un instrument de musique, avec un violon dans les mains ou avec un appareil photo. L'important, c'est de communiquer cette recherche sensitive, on va dire. On est vraiment dans le sensitif. Alors la photographie, c'est arrivé finalement, je pense, depuis toujours, puisque même quand j'étais petit, j'étais fasciné par les formes, par les couleurs, et déjà dans mon enfance, je me rappelle que j'avais l'envie de garder en mémoire ce que je voyais. Et après, je me suis intéressé à l'astronomie. Et avec l'arrivée du numérique, j'ai voulu faire des photos avec mes télescopes. Je suis venu à la photo par l'astronomie. L'astronomie c'est un domaine qui m'a toujours passionné, l'observation du ciel. Chez mes parents, il y a un très beau ciel et j'observe régulièrement. Et donc j'ai voulu faire des photos, mais j'ai acheté un réflexe numérique. Et finalement, le réflexe numérique m'a ouvert à la photographie beaucoup plus généraliste. Parce que quand j'ai eu ce nouveau jouet dans mes mains, j'ai voulu tout prendre en photo. Donc j'ai pris des choses qui maintenant, je trouve banales, mais j'étais fasciné par les matières, un petit bout de bois rouillé, avec un clou rouillé, une ombre. Et finalement, c'est un peu comme... c'est une période où c'était un peu une période d'apprentissage, un peu comme un peintre qui va faire des exercices avec de la peinture. Et j'ai le sentiment d'avoir un peu étudié la matière avec ça. Et donc maintenant, l'astronomie, c'est une passion, une grande passion, mais plus dans l'observation finalement que dans la photographie pure et dure, on va dire. Maintenant, je fais plus la photo d'ambiance. Donc, en ville, j'adore faire des photos de croissants lunaires accrochés à des immeubles, les levées de soleil ou des choses toujours en rapport avec les éléments. J'aime bien montrer que même en ville, on a des éléments naturels, on vit avec ces éléments-là. Et il suffit de savoir regarder, il suffit de regarder un peu, regarder le ciel. Moi, de ma fenêtre parisienne, j'ai la chance de voir des choses que peu de gens pensent voir, à savoir des rayons verts solaires, des nuages très rares, des mamatous, des nuages d'orage, des choses assez incroyables. Et en fait, il suffit de savoir que oui, c'est possible. On peut voir ça même en pleine ville. Détends-toi. Tu parles avec moi, tu t'occupes pas de... D'accord ? On est dans un domaine vraiment, le domaine de la matière. Quand on travaille son instrument, vraiment, on a des sensations de texture, vraiment, et même parfois, on peut presque voir de la lumière, voir des couleurs, des choses comme ça.
Euh, J'aime le côté abstrait qu'on trouve dans les arts. Et je trouve que vraiment, il y a un rapport très proche entre la musique et la photographie. Finalement, on travaille des choses qui sont concrètes pour arriver à exprimer quelque chose qui est totalement abstrait. Et je trouve que ce domaine-là, c'est-à-dire quand je parlais de mon enfance et des années d'observation aussi, que je n'avais pas d'appareil, mais j'ai passé beaucoup de temps à observer même les nuages, la nature, ou vraiment à engranger un peu toute cette palette de couleurs et de formes. Et c'est exactement comme en musique, vraiment le côté sensitif. C'est un bien grand mot, mais... Effectivement, c'est un spot d'observation assez fabuleux, on va dire. Quand je suis arrivé là, j'étais subjugué par les lumières de la journée et je m'en lasse jamais. C'est-à-dire vraiment, quel que soit le moment de l'année, il y a toujours des choses à voir. Et même si parfois j'ai l'impression de prendre toujours la même photo, mais c'est jamais la même lumière. Jamais la même lumière. Et bon, la Tour Eiffel, symbole emblématique de Paris, de nuit, quand elle s'éteint, on a un peu l'impression que c'est de voir une grosse araignée qui a ses pattes posées sur la capitale. C'est vrai que c'est fantastique. Oui, oui, pas mal varié grâce à la lumière, évidemment, la lumière du jour qui change en permanence, et grâce aux éléments. Les couchers de soleil parfois sont fabuleux. Le rayon vert, j'ai eu la chance de le voir quasiment tous les soirs. Quand le soleil se couche en face de chez moi, quand vient l'été, euh, j'ai un peu l'impression d'avoir démystifié un mythe, on va dire, parce que démystifier un mythe, hein, c'est un peu redondant. Oui. Euh, Oui, c'est pas la peine de monter en montagne à 3000 mètres avec un matériel incroyable pour voir le rayon vert. Tu me donnerais une petite astuce? Une petite astuce, oui. Alors la petite astuce, c'est évidemment de ne pas pointer le soleil en dehors du coucher ou de son coucher ou de son lever. Parce qu'évidemment, les photos du soleil, il faut faire attention de ne pas se griller les yeux. D'ailleurs, mon appareil en a pris un coup puisque l'obturateur est légèrement fondu sur un côté. Donc ça fait très très mal. Hein. Ça veut dire que si un jour je veux le revendre et qu'il y a des gens qui voient cette vidéo, c'est pas une bonne affaire. Mon boîtier n'est pas une bonne affaire. C'est une relique maintenant. C'est une relique, c'est vrai, effectivement, c'est une relique. L'astuce, c'est évidemment d'avoir une vitesse, une focale assez longue. Ça, c'est important. Donc, par exemple, moi, j'utilise la lunette 80 ED avec un capteur APS-C. On arrive facilement. Alors, je sais pas, on est à 800 mm à peu près. Enfin, voilà, ça fait un très très gros téléobjectif. Donc, un bon gros soleil, une bonne vitesse, autour un 4000, un 5 millième. À peu près, et puis il faut aller vite parce que c'est très très bref. En général, c'est soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil. Mais je veux dire vraiment à quel moment quand il est où le soleil quand on voit le rayon vert? Il faut vraiment que le soleil, c'est quelques minutes avant qu'il se couche. Vraiment, il doit être très bas sur l'horizon. J'ai remarqué peut-être une petite astuce. Alors, je ne sais pas si en ville ça joue, mais une journée bien chaude, évidemment, bien chaude, avec les journées bien polluées en ville aussi, je pense que ça joue, parce que les rayons lumineux sont encore bien détournés, et ça monte d'un coup, et là, il faut vraiment avoir l'œil. Donc, ne pas se griller les yeux, pourquoi pas utiliser un écran déporté, pour pas mettre l'œil, ne pas mettre l'œil dans le viseur. Et puis évidemment, il faut être au bon endroit. Quoi. Donc là, je suis en hauteur. Je guette ces moments. Alors au début, c'était des moments où je me disais incroyable, j'ai pris le rayon vert à Paris.
Et maintenant, j'en ai tellement des rayons verts que je suis un peu... Bon. Et j'ai des rayons bleus aussi, encore plus rares. J'en ai un, je crois, dans ma collection. Il doit y en avoir un. Des phénomènes. J'ai des nuages rares, des nuages, des mammatus par exemple. J'ai pris le sable, du sable venant du désert avec des mammatus. Donc on voit qu'une coloration légèrement jaunâtre, ocre. Et avec des mammatus. Donc ça, c'était un moment très rare dans l'année que j'ai réussi à choper. J'ai des nuages en effondrement aussi. C'est des punch hole clouds, les Américains disent. Donc c'est voilà, un trou au milieu de nuages. Tout d'un coup, on voit un effondrement. Donc ça, en fait, je savais pas trop ce que c'était. J'ai pris ça en photo. Et la photo a fait la une d'un site américain qui est sponsorisé par la NASA, parce que c'était un phénomène assez rare. Voilà, j'ai ce genre de choses. T'avais pas aussi un arc-en-ciel horizontal? Eh oui, 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 j'ai l'arc-en-ciel horizontal, évidemment. C'est marrant aussi, ça. Ça, c'est drôle, oui, parce qu'après, sur Internet, il y a des gens qui ont parlé de l'arc de feu. C'était le truc. Alors, les Chinois ont bien aimé. Alors, je sais pas s'il y a un rapport avec les dragons, je sais pas, un truc. Peut-être avec le Ryu, je sais pas. C'est ça, oui. C'était un phénomène assez rare, effectivement. Un phénomène... Bon, j'ai beaucoup d'irisation, des nuages irisés, que ce soit lunaire ou solaire. Il faut bien guetter ce genre de choses. Alors, avant, j'utilisais un 350D Canon, donc c'est celui-là, là. Donc voilà, il est bien vieux maintenant, il a bien servi, ça se voit. C'est une relique, mais c'est une relique grâce à laquelle j'ai pris pas mal de photos qui m'ont fait connaître, on va dire, beaucoup plus. Donc j'utilise maintenant, j'utilise un Canon EOS 7D avec soit la lunette quand c'est vraiment pour prendre des bons gros soleils, des photos lunaires. J'ai aussi un téléobjectif 100-400, pas la version 2, mais la version ancestrale qui est bien connue des photographes animaliers. J'utilise un 1770 Sigma, voilà, avec lequel on est en train de faire la vidéo, je crois. J'ai un 100 macro ouvert à 2.8 Canon qui est très très bien. J'aimerais bien que tu nous fasses quand même une petite digression sur la Skywatcher, parce que je pense que la plupart des gens connaissent pas trop ce matos, et pourtant la 80ED elle est quand même mythique, donc vas-y, parle-nous un peu de la 80ED s'il te plaît. Alors voilà, la 80ED c'est vraiment une petite lunette qui a, on va dire, bouleversé le monde de l'astronomie amateur, parce que c'est une des premières lunettes vraiment bon marché, d'une qualité incroyable qui est arrivée il y a quelques années. Donc je l'utilise voilà, en digiscopie, on appelle ça la digiscopie. Donc évidemment, c'est quand on l'utilise comme un gros téléobjectif. Donc il faut juste avoir une bague d'adaptation et on met le boîtier. Donc c'est beaucoup moins polyvalent qu'un objectif photo parce qu'on ne peut pas diaphragmer. Cependant, le piqué d'image par rapport à la focale est on va quand même dire incroyable. Quelque chose, c'est 600 mm de focale, oui. f7,1, si je dis pas de bêtises. C'est bien possible, mais il faut vérifier. Je me souviens plus, je crois que c'est ça. Je vérifierai, c'est pas grave. 7 ou 8. Et surtout, il y a autre chose, elle est apochromatique. Oui. Donc ça équivaut chez Canon à une série L. Exactement. Voilà. Et tout ça pour un prix d'environ 400 €, je crois que je vérifierai. C'est un vrai bijou. C'est un vrai bijou qui est un peu lourd, pas très polyvalent, mais qui vaut la peine vraiment quand on veut faire des photos. Alors, en 2008, j'ai pris une photo d'un éclair s'abattant sur Paris. C'était
pendant que la France était présidente de l'Union européenne pendant 6 mois. Et la Tour Eiffel avait un éclairage particulier pour cette occasion-là, puisqu'elle était en bleu. Et donc je m'amusais à faire des photos d'orage, et j'ai pris ce fantastique éclair qui est tombé dans l'axe de la tour. Et ce qui est fabuleux, c'est sa forme, puisqu'il a vraiment, il est vraiment. On a l'impression qu'il y a une forme de mimétisme. On a l'impression d'une autre tour Eiffel qui s'abat sur Paris. Et cette photo, donc prise en 2008, a fait la une d'un site américain qui s'appelle Earth Science Picture of the Day. C'est un site sponsorisé par la NASA. Donc c'est un site qui est vraiment vu. Et à la suite de ça, il a fallu attendre 2011 pour qu'une grosse agence anglaise me contacte, parce que cette image leur avait tapé dans l'œil. Et cette agence a des ramifications avec le monde entier. Donc du jour au lendemain, c'était du délire, puisqu'elle a été publiée absolument partout. La une de la BBC, Figaro Magazine, qu'est-ce que ça a fait, le Guardian, en double page Guardian. Alors ça, c'est assez incroyable. Je ne pensais pas qu'un jour j'aurais une double page comme ça. J'ai reçu des messages dans des langues très exotiques, toutes les langues, des centaines et des centaines de demandes d'amis sur Facebook, des contacts avec des journaux, donc les gens sont venus voir mes autres photos. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de crédibilité, de présenter d'autres images, et voilà, de faire un peu le buzz, on va dire, le buzz sur Internet. Alors moi, j'ai pas tellement compris ce qui se passait, est-ce que c'était tellement soudain, vraiment, du jour au lendemain, quand je regardais sur Google mon nom, tout d'un coup, je voyais voilà, Chine, Japon, États-Unis, enfin partout. Donc c'était très très bref. Et puis parmi tout ce côté évidemment très positif, je savais plus où donner de la tête. Moi, j'ai même eu des contacts incroyables pour être présenté dans Good Morning America, cette photo. Et sur le coup, je savais pas quoi dire. J'ai dit il faut voir avec mon agence et tout. Et malheureusement, ça s'était pas fait parce que j'étais un peu lent. L'agence a pas tellement réagi. Bon, il y a eu d'autres choses. Hein. J'ai eu New York Daily News. C'est pas mal aussi, on va dire. Vraiment, il y en avait de partout. C'était des centaines de milliers de pages Internet et des millions de publications parce que ça se chiffre en millions sur les gros tirages. Donc c'était vraiment c'était la tornade, quoi, on va dire, la tornade médiatique. Mais parmi tout ça, effectivement, j'ai eu des avis négatifs puisque des gens m'ont traité de bidouilleur, m'ont dit que c'était un mauvais montage Photoshop. J'ai même eu des gens qui m'ont dit « Ah, mais ça, c'est pas à Paris, c'est une photo qui a été faite d'une tour qu'on trouve à Londres et il l'a peinte en bleu. » On m'a dit, j'ai vu des gens qui disaient ouais, mais même en première année d'école de graphiste, on fait mieux comme montage, ça c'est vraiment, c'est nul, quoi. Et donc j'ai eu beau me défendre, ça a entretenu une polémique qui a fait que finalement la photo s'est encore mieux diffusée. Les polémiques fonctionnent bien. Surtout il y a beaucoup de journaux qui ont joué sur l'ambiguïté, sur le fait que, évidemment, l'éclair, on a l'impression qui tournoie à l'intérieur de la tour, qui rentre à l'intérieur. Mais non, mais ça, c'est un effet de surexposition de l'éclair qui se fond à l'image à l'avant-plan, on va dire. À l'avant-plan. Mais j'ai douté moi-même. Hein, j'ai regardé vraiment j'ai regardé mon original. J'ai dit, est-ce que ça tombe dedans? Et puis non, le paratonnerre, c'est plutôt efficace quand même. Mais bon, donc effectivement, j'ai eu. Alors, il y a une petite anecdote sur cette photo, c'est que c'est une des premières que j'ai faites, vraiment de foudre sur Paris. Et toi, tu commences quand même sur les chapeaux de roue. Oui. Tu commences tout juste et bim, le Guardian, machin. Vraiment, j'ai fait ça en dilettante. Mon boîtier était sur priorité ouverture. Bon, j'avais petite télécommande filaire, là, j'utilise une pause longue. Et puis, je voulais, c'était des conditions, le temps était très sec. La couleur du ciel était bleutée, la tour était bleue, je rêvais de faire cette photo quand j'ai vu les conditions. Et je l'ai eu, vraiment je l'ai eu.
Mais j'étais tellement content que, après avoir pris cette photo, j'enlève la carte mémoire, je me précipite sur mon ordinateur, et là, je vois, bam! Et là, un autre éclair qui tombe sur le sommet. Et là, j'étais incroyablement frustré. Mais ma vengeance est arrivée, il a fallu attendre, après donc 2011, oui 2011 et 2013, puisque j'ai eu des impacts de foudre sur la tour. Et là, je commence à en avoir pas mal, et des impacts impressionnants, puisque j'en ai de jour. Sachant que vraiment, il n'y en avait quasiment pas, ça n'existait quasiment pas, surtout avec une vue pareille. Donc là, pour ça, j'ai dû évoluer dans mon matériel. C'est vraiment, on va dire, moins en dilettante. Je me suis un peu spécialisé pour avoir ce genre de cliché. Mais mon premier cliché, à qui je dois beaucoup, vraiment, je ne veux pas dire que ce soit un coup de bol, parce que je l'ai attendu. J'ai fait des photos pendant plus d'une heure avec ma petite télécommande, et j'appuyais. J'utilisais en plus à l'époque la fonction de relevé du miroir pour éviter les vibrations. Le petit truc qui finalement maintenant j'utilise plus, parce que on perd du temps voilà, quand on fait des pauses longues de nuit pour la foudre. Et tout ça, ça m'amène quand même à dire une chose que je répète quasiment dans chaque vidéo, mais c'est un 350D qui a fait une photo, qui a fait une double page dans le Guardian. Donc pour moi, ça veut dire qu'une chose, c'est que c'est pas l'appareil qui fait le photographe. Non seulement c'est un 350D, mais je l'ai fait avec un objectif vraiment, on va dire, cheap. C'est le 70-300 Sigma, Apo, qui coûte, je crois qu'on peut le trouver d'occasion, moins de 100 euros, 159. Voilà, c'est pas génial comme objectif, et pourtant voilà. Donc celui qui se trimballe avec un 5D Mark III et un 70-200 de 8, il n'a pas d'excuse, quoi. Il n'a pas d'excuse. Aucune excuse, non, aucune excuse. Il y a eu un avant, un après, c'est évident, puisque maintenant j'ai plus on va dire, de crédibilité. Puisqu'à l'époque, cette photo de la tour, je l'avais proposée aux journaux en 2008, et personne ne l'avait voulu, en fait. Et là, les journaux qui m'avaient dit non à l'époque, et ben en 2011, ils l'ont publiée. Elle se retrouve en double page de Figaro Magazine. Voilà, je l'avais proposée. Maintenant, j'ai plus effectivement de contacts, et je propose plus facilement mes photos. Donc j'ai eu après, j'ai eu beaucoup d'autres chances d'être publié, avec beaucoup d'autres photos dans des styles très différents, puisque je me focalise pas que sur les phénomènes météo. J'aime tout en photographie. Pour moi, voilà, c'est le lien à la matière dont je parlais, les couleurs, tout ça. Je le retrouve aussi bien dans une photo du ciel que dans une photo d'architecture, ou une photo ou une macro. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Alors, oui, c'est bien ça. Donc j'ai été à 70 mm avec le 1770, le 70-300 Sigma. Donc j'étais en mode priorité ouverture. Donc vraiment, à l'époque, j'ai fait ça. Voilà, il me propose ça, le boîtier. Je dis bon, bah, je vais essayer. J'étais ouvert à 7, et la pause était de 8 secondes. Voilà, c'était 21h, donc le ciel était encore... voilà, c'était assez sombre, donc ça m'a permis quand même de poser un certain temps. Il n'y a aucun secret, en fait. Vraiment, cette photo est... Mais donc, c'était une pause longue. C'était une pause longue. Mais sur ton boîtier, là, oui, je vois un truc qui est pas fait pour... Enfin, qui est fait pour un usage différent. Effectivement. Alors, quelques années après, j'ai investi dans un détecteur d'orage, détecteur de foudre. Alors, le détecteur de foudre, ça permet de déclencher automatiquement le boîtier pour faire des photos de foudre de jour. Parce que de jour, évidemment, si on ne veut pas cramer effectivement, si on ne veut pas cramer la photo, il faut des temps de pause extrêmement brefs. Donc il n'est pas question de poser 8 secondes, même en empilant des filtres, qui vont d'ailleurs occasionner des effets très moches, puisque ça peut faire des reflets ou gommer carrément des ramifications. Le détecteur de foudre va nous permettre de poser
moins d'une seconde, un cinquantième, un trentième, voilà. Alors, comment ça marche? Le détecteur de foudre, c'est fascinant. Alors, pour les bricoleurs du dimanche, on va dire, ou du lundi, hein, c'est facile de fabriquer ça soi-même. Il y a des schémas sur Internet. Tu l'as fait toi-même? Je ne l'ai pas fait moi-même, parce que moi, je ne suis pas du tout un bricoleur du dimanche, ni du lundi, et encore moins du mardi. Donc, je l'ai trouvé sur Internet, sur le forum Chasseurs d'Orage. Donc c'est une petite boîte, je sais pas, je veux pas faire de pub, mais c'est une... Vas-y. C'est une petite boîte d'électronique qui est dans le sud de la France. C'est quelqu'un qui s'appelle Walt Laroche qui vend ça. C'est pas très cher. Ça marche bien? C'est fabuleux. Bah alors il mérite qu'on dise son nom, je mettrai son nom en bandeau. C'est fabuleux. Et il faut pas croire que c'est tout automatique quand même. Parce que le détecteur d'orage, donc le principe c'est qu'il y a une cellule photosensible et que avant qu'un éclair tombe, la luminosité change à l'intérieur du nuage. Et la cellule va détecter ça et hop, le boîtier va... C'est vachement sensible quand même. C'est super sensible. Le mec qui fait un appel de phare... non, c'est plus subtil que ça. Hein. Il y a un petit potentiomètre, on règle le truc. Donc il ne va pas se déclencher pour n'importe quoi. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a des orages, la luminosité change très très vite. Donc il faut être à côté du boîtier en permanence pour corriger le tir. Il faut être autour d'un cinquantième, un trentième, parce que après, bon, voilà, soit ça va pas assez vite, soit c'est trop lent. Il faut en permanence jongler entre le rapport vitesse et puis ouverture. Mais ça marche du tonnerre, quoi. Et ça marche du tonnerre. Parce que grâce à ça, j'ai pris des impacts de jour qui, donc pour me venger, on va dire, de tous ces gens qui disaient non, dont un impact qui a fait une double page dans Paris Match. Donc ça, c'est pas mal, ça m'a fait bien plaisir. Un impact pris le matin, c'était un matin à 7h, donc il faisait bien jour. C'était l'été 2013. Et j'ai pris 3 impacts grâce à ça, dont un impact, alors ça c'est une chose assez incroyable, que j'ai découvert il y a moins d'1 mois, puisqu'il était sur ma carte mémoire que j'avais sauvegardée. Et en fait, je ne l'avais pas vu. Donc, c'est complètement stupide. Mais voilà, donc j'ai ressorti ça le mois dernier, j'ai vu, ah non, c'est pas vrai, comment j'ai pu... Donc le 3e. Donc moralité, il faut toujours conserver sur des disques durs ces photos. Très spécial. Je pense que tu veux parler du Canon MPE. Bien sûr. Alors, le Canon MPE, c'est vraiment pour moi ce qui justifie d'être chez Canon en fait. C'est le seul objectif macro au monde. Attention, t'es un peu raciste là. Ah, je suis... Certes. C'est vrai. Vas-y, fais-nous voir la bête. Alors cet objectif, bon, il a l'air tout simple comme ça, mais il a un truc incroyable, c'est que, hop, c'est un objectif macro qui permet d'aller du rapport macro 1 au rapport 5 sans utiliser d'accessoires, donc sans bonnette ni bague à longe. Et le tout avec une ouverture constante à 2,8. Donc c'est vraiment un objectif hors norme. Et quand je dis hors norme, ça veut aussi dire qu'il peut être très difficile à utiliser. Parce que la moindre vibration, évidemment, c'est tout flou. Et il n'a pas, évidemment, sinon ça serait trop simple, il n'a pas de bague de mise au point. Ah, mais même pas, j'allais dire, il n'a pas d'autofocus, mais il n'a même pas de bague de mise au point. Il n'a pas d'autofocus ni de bague de mise au point, non. Donc, pour faire la mise au point... Eh bien, c'est en s'avançant ou en reculant de son sujet. Il est dingue parce qu'il permet vraiment d'entrer dans un univers microscopique. Vraiment, il m'arrive de faire des photos sans savoir ce que je vais prendre en photo. C'est-à-dire je suis en train d'observer quelque chose au MPE et tout d'un coup, ah tiens, une petite bestiole, un petit truc
qui devient visible, qui est absolument invisible à l'œil nu. Par exemple, je peux parler des colamboles. Voilà, c'est pas des insectes, les colamboles, c'est une espèce à part entière qui existe depuis bien plus longtemps que nous. On ne doit pas être loin des acariens déjà. Eh oui, et ça fait moins d'un dixième de millimètre, donc pour les repérer, c'est des petites miettes qui bougent. Alors la petite miette qui bouge, elle bouge. Donc pour la prendre en photo avec un objectif macro, sachant qu'en plus, effectivement, la lentille, on voit que c'est un objectif très très spécial. La lentille est toute petite, la lentille frontale. Et parfois, pour faire la mise au point, en fait, il faut s'approcher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc sur les bestioles, par exemple, une simple mouche, si on veut l'agrandir, si on veut passer au rapport 4 à 5, bon, déjà, il faut qu'elle reste en place, ce qui n'est pas évident, parce qu'on lui écrase quasiment la tête, en fait. Hein. C'est vraiment... En fait, ton sujet est contre la lentille. Le sujet est presque contre la lentille. Donc après, niveau lumière, évidemment, c'est plus on rentre dans ces rapports-là d'agrandissement, plus la lumière est difficile à gérer. Donc moi, j'utilise aussi un flash, un pseudo-flash annulaire, qui n'est pas annulaire. Oh, je ne vais pas tout casser. Bon, c'est pas un vrai flash annulaire, mais ça marche. Ça marche, voilà. Donc, encore une fois, c'est pas le matos qui fait le photographe. Il est pas cher, il est très pratique. On peut le déporter et c'est vraiment, voilà, pas mal. Et donc, tu peux le fixer sur le dos. Je peux le fixer. Bon, là, j'ai le collier. Oui, il y a un collier et on le fixe direct. Voilà, ouais. Très pratique. Très pratique, mais pas évident à gérer entre la lumière naturelle. Il faut toujours, voilà. Là, j'ai mis beaucoup de temps à le maîtriser. Je commence tout juste. Parce que si on le met trop fort, évidemment, l'arrière-plan est moche. Si on le met pas assez fort, il faut monter en ISO. Et si on monte trop en ISO, il faut toujours trouver le compromis. Photo, c'est toujours des compromis. C'est ça. Je pense que c'est le seul objectif à avoir des rapports aussi forts, puisque après, si on veut passer à des rapports entre rapport 2, 2,5, avec 3 bagues à longe, on peut y arriver. Mais il y a une perte de qualité aussi assez énorme. Alors, avant ça, je me suis bien amusé. J'avais bien l'expérience des bagues à longe. Et donc finalement, maintenant, je trouve que c'est un objectif que je maîtrise plus facilement, par exemple, que mon 100 mm classique, qui a une bague de mise au point et tout. Parce que finalement, on ne se pose pas trop de questions pour la mise au point. Le focus se fait en avançant ou en reculant. Donc, ça demande à être extrêmement zen. Ça demande à... il faut couper ça. Il faut être en apnée quand on fait de la photo. Trépied. Alors, le trépied, moi, j'en ai un. J'utilise un mini trépied. Mini trépied qui est quelque part. Voilà, il est là. Je le montre ou pas ? Je montre. Bon, vous savez ce que c'est, un mini trépied, quoi. Et je le cale contre moi, ou je le mets autour du cou et j'essaye. Mais c'est plus pour ne pas trembler plutôt que de le poser réellement au sol. Parce qu'après, pour cadrer le trépied en macro, c'est vraiment pas évident. Ouais, il y a beaucoup de choses qui me fascinent en photographie. Je suis plus tourné vers la lumière, les ombres, les reflets, des choses comme ça, des choses un peu abstraites. Et par exemple, même en architecture, j'aime bien montrer. Je préfère suggérer, on va dire, suggérer les choses plutôt que de les montrer. Par exemple, les portraits. Moi, j'ai pas d'expérience portrait de studio. Voilà. Par contre, j'aime bien les silhouettes. J'adore ça. Voilà, par exemple, j'ai une photo dont je parlerai certainement d'un type caché derrière un banc et il y a son ombre qui se projette et il faut réfléchir un tout petit peu pour se dire ah oui c'est ça, d'accord. Ça c'est le genre de photo que j'aime, celle qu'on comprend pas au premier coup d'œil et qu'il faut un petit peu travailler. Pour moi la photo abstraite, entre guillemets abstraite, il faut qu'on la comprenne assez rapidement et j'aime bien ça. J'aime bien qu'on se dise, parfois j'aime bien même qu'on me dise oh non c'est pas bien et puis on regarde quelques secondes et on dit ah non, c'est super. Ça j'aime bien, ce genre de choses.
Alors, mon avenir en photographie, moi, comme tout photographe, je pense que ce que j'attends surtout, c'est des moments, des opportunités de photo. Donc ça veut dire des choses à voir, des choses incroyables. J'espère qu'il va m'arriver des trucs. Voilà, un autre coup de foudre fantastique avec un double arc-en-ciel et je sais pas, et une perruche un truc. Après, mon avenir de photographe, évidemment, j'espère que ça va se développer encore plus et que j'aurai des propositions. Pourquoi pas de galeries, d'expositions. D'ailleurs, je vais avoir une exposition en juillet à Paris. Je ne sais pas quand exactement, il faudra suivre, mais des collaborations encore plus nombreuses, pourquoi pas, avec des journaux. Voilà, j'ai la chance d'écrire régulièrement des articles pour un magazine de photos. J'espère que ça va continuer, puis que j'aurai d'autres choses. Et évidemment, en musique, voilà, j'ai des projets très sympas. Donc, avec la pianiste Magdalena Zouk, on est parti. L'année dernière, on est parti au Japon. Rien que ça. On est parti au Japon faire des concerts. Et j'ai eu la chance de faire un concert projection. Donc c'est-à-dire le lien. On cherche des passerelles entre la musique et la photographie. Et il y a tellement de choses à dire, justement, sur ce rapport à la matière. Donc, concert-projection, j'espère qu'il y en aura d'autres. D'ailleurs, c'est prévu l'année prochaine pour une autre série au Japon. Alors, cette photo, elle est très particulière parce qu'en fait, elle a été prise dans des conditions extrêmement difficiles avec mon objectif le plus difficile à maîtriser, donc le fameux Canon MPE. Cette photo, je l'ai prise en avion alors que j'étais en route pour le Japon justement pour faire des concerts. Et ce qui m'intéresse dans cette photo, c'est son côté très abstrait puisqu'elle est vraiment, elle est très graphique. Et en même temps, elle a un côté très scientifique puisque elle montre différents états de matière, on va dire, de l'eau. On a de l'eau cristallisée, il y a de la condensation, il y a des bulles d'air qui sont coincées entre le hublot. Et en plus, donc voilà, j'ai pris ça, on va dire à 10 000 mètres d'altitude, avec mon MPE qui était complètement collé à la vitre. Et avec les vibrations des moteurs, c'était un enfer, c'était super difficile. Donc, comme évidemment pour aller au Japon, j'avais du temps, j'ai fait toute une série de photos très abstraites et en même temps assez graphiques et avec ce côté scientifique. Voilà, c'est une photo que j'aime bien. Alors ça, c'est une photo que j'adore. C'est une photo que j'adore parce que vraiment, quand on part en promenade faire des photos, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Et là, j'avais jamais vu ça. Donc on voit une petite araignée qui est nichée dans une feuille qui est incurvée en fait. Donc et cette petite araignée, elle a eu la bonne idée de tisser sa toile à l'intérieur de la feuille. Et cette feuille avait été préalablement mâchée, je pense, par une chenille. Et donc j'ai trouvé ça super parce que bon, cette forme d'œil, voilà, cette petite araignée qui était en plus translucide à cause de la lumière qui était derrière. Alors évidemment, je me suis un peu amusé j'ai un tout petit peu bougé la feuille pour trouver le bon angle. Il y avait le soleil couchant derrière. Et puis j'ai pu capturer cette araignée opportuniste, c'était mon titre. Puisque c'était vraiment... Non, le titre c'était Home Sweet Home. Ah, Home Sweet Home, ah c'est vrai, Home Sweet Home. Mais bon, comme j'ai différentes photos de la série, il y a l'opportuniste et puis Home Sweet Home. Voilà, j'ai pensé que j'ai cadré vraiment plein centre. Alors,
parce que justement cette idée d'un œil et puis le sujet, je trouve que ça se justifiait bien. Voilà. Elle a eu un succès incroyable puisqu'il y a eu sur Facebook, elle a été partagée par une page de science extrêmement suivie. Et voilà, j'avais plus de 50 000 partages. Vraiment, il y avait des articles dans tous les pays de cette image. Et j'ai eu des articles aussi dans le Daily Mail. Ça a fait des... Elle a bien plu. Elle a bien plu. Je me demande pourquoi tu passes sur une chaîne où il y a 17 000 abonnés alors que tu as 50 000 vues sur Facebook. Okay. Et là aussi, on m'a dit que c'était un montage, que c'était n'importe quoi. J'ai eu aussi quelques critiques. Alors bon, évidemment, j'ai retravaillé un peu les contrastes, mais vraiment rien de méchant, quoi. C'est juste... Le développement, quoi. C'est très... Quelque part, moi, je trouve ça quand même assez flatteur que tu fasses des photos tellement dingues que les gens se disent c'est pas possible de le faire autrement qu'avec Photoshop. C'est quand même pas mal. C'est vrai que j'aime bien ça. J'aime bien qu'on me dise d'une de mes photos que c'est un montage, alors que non, pas du tout. Je prends ça comme c'est un compliment pour moi, j'aime bien ça. Ça, c'est une photo que j'aime bien parce que bon, j'ai étudié à Londres, j'étais au Royal College of Music, et ça, c'est une photo du Royal Albert Hall, donc ce monument très célèbre qui, une fois par an, abrite les proms. Et pour cette photo, donc on voit une éclipse de lune sur le monument. J'ai vraiment réfléchi longtemps, je voulais vraiment réussir quelque chose d'harmonieux. Et je savais que lors des éclipses de lune, voilà, la lune rougit. Et j'ai réfléchi au rapport à la forme de la lune, aux couleurs aussi. Et je me suis dit, mais ça, c'est ça qui peut être sympa, parce que vraiment, les tons s'harmonisent bien. Et en plus, on voit pas ces sculptures, mais ces travailleurs, on va dire, là, de l'industrie. Et pour moi, ça représente bien le rapport entre le côté terrestre, vraiment, et le côté immatériel, on va dire, le rapport entre l'homme, le ciel et la terre. Je me suis bien creusé la tête pour ça, et j'ai fait toute une série qui a bien marché, et que j'aime beaucoup. Bon, je suis obligé de parler du rayon vert quand même. Donc là, il se détache bien, et c'est pris d'ici, pris de ma fenêtre à la lunette. Et c'est un de mes plus beaux, je pense. Il est vraiment sympa. Voilà, donc moment très très bref. Donc des fois, c'est drôle parce que des fois on me dit on dirait une photo d'un coucher de soleil en Afrique. Ben non, c'est pas en Afrique. Parfois, c'est pas la peine de partir au bout du monde parfois pour faire des photos sympas. Et j'aime bien aussi, cette idée que la photographie, quel que soit l'endroit où on se trouve, on peut trouver des choses très sympas à faire. Donc, juste parenthèse, ça j'imagine 80D, 350D. Celle-là, non, c'est pris au 7D. Ouais. Au 7D et avec la... Ouais. Bon, j'étais pas loin. La lunette, t'étais pas loin, mais bon. Bon, là, je suis un peu obligé parce que c'est une des premières photos d'une longue série que j'ai faite au Canon MPE. Alors, donc on voit bien une graine de pissenlit. Alors ça donne une idée de l'échelle. La graine de pissenlit, c'est le tout petit parapluie qui est accroché avec tous les autres sur le pissenlit lui-même. Et donc pour faire cette image, j'ai utilisé un pulvérisateur pour faire des micro-gouttes. Et puis pour ensuite retrouver le reflet de la fleur qui se trouve derrière. Donc c'est exactement l'idée de la micro-lentille, on va dire. Elle est à quelle distance, la fleur? Elle est à moins de 10 cm, puisqu'on peut pas, après on peut plus faire de mise au point avec le Canon MPE.
Donc pour les photos de gouttes, soit j'utilise des gouttes naturelles, ça m'arrive, soit je m'amuse, je fais mumuse avec de l'eau à pulvériser. Celle-là, j'aime beaucoup parce que je l'ai appelée Smiley Drop. Drop, c'est des gouttes en anglais. Ouais, ouais. Et je trouve qu'on est un petit personnage, alors je trouve ça marrant. Et il a des petits, ouais, il a des petites poches sous les yeux vertes. Je sais pas s'il a bien dormi, mais c'est vraiment amusant. Un petit côté binoclard comme ça. Un petit côté binoclard, effectivement. Alors, Le fameux banc. voilà une photo que j'aime particulièrement parce qu'en plus c'est un bon souvenir de tourner avec un orchestre. J'étais parti, on était au Maroc et j'aime le portrait, mais j'aime plus suggérer les personnages que les montrer. Et là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se dégage, puisque le type, il était sur son banc et il était caché derrière le pilier. Et la lumière rasante au coucher du soleil projette son ombre. Donc voilà, je l'ai appelé. Là, mon titre, c'est La part d'ombre, mais en fait, mon titre original, je crois que c'était Hollow Man, Ouais, c'est chouette. l'homme invisible. Euh, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de graphisme. Euh, Puis les teintes chaudes, c'est vraiment une photo que j'aime bien. Alors ça, je suis obligé d'en parler. Génial. Alors le titre, bon, en fait, je l'ai fait pour un concours photo. D'ailleurs, j'ai gagné le deuxième prix. Et je me suis fait beaucoup d'amis à ce concours-là. Voilà. Donc le titre, c'est 20h, 20h30, H-3 minutes, Tête raide au Châtelet. Alors 20h30, H-3 minutes, c'est parce qu'en fait, c'était un concours organisé par le site 20h33. Et 20h33, c'est un site qui vend du vin, en fait, en ligne. Et c'est le vin du département 33. Donc voilà, j'ai été très au Châtelet, évidemment, parce que on voit notre petit personnage à droite, dans une rangée de sièges au théâtre du Châtelet. Alors pour l'anecdote, j'avais un concert avec l'orchestre Padeloup, qui est un orchestre parisien, au théâtre du Châtelet. Et après la répétition générale, j'ai pris ce petit bonhomme là avec moi, avec l'idée de faire quelque chose dans ce lieu magique et qui est pas tellement accessible au public. Et donc pendant que le soliste était en train de faire sa petite répétition générale, après, une fois que l'orchestre avait terminé, je suis resté avec mon pied photo, avec mon petit bonhomme, et j'ai fait cette photo. Et en tapant dans un siège avec mon pied, je me suis fait remarquer et le soliste m'a vu. Ah, vous faites des photos, c'est bien. Et moi, j'étais avec mon petit bonhomme. Donc voilà, en fait, c'était un concours autour de la couleur rouge. Donc Ça se voit. ça se voit. C'est une photo qui a beaucoup plu aussi aux Japonais quand je suis parti là-bas. Ils ont voulu la mettre. C'était la photo qui accueillait les gens dans la salle de concert. Ah la vache. Je trouve ça assez amusant. Ouais. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Non, franchement, Bertrand, tu fais chier, quoi. Non, mais sérieux, j'ai déjà fait 15 000 fois des photos d'une, j'en ai pas une qui arrive à la cheville de celle-là. Alors celle-là, je l'aime beaucoup parce que pour moi, bon, je l'ai appelée dentelle parisienne parce que je trouve qu'il y a beaucoup de finesse qui s'en dégage. Je suis allé sous la tour Eiffel, sous les pattes de la tour. Et puis j'ai cherché cet angle. Et je trouve que ce qui me plaît beaucoup, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de délicatesse qui s'en dégage, alors que la tour Eiffel, c'est quand même un monument qui est bien massif. Et donc j'ai cadré comme ça avec pas mal de vide, parce que voilà, ça donne, en plus de la légèreté, de l'ouverture, et il y a un petit côté Paris 1900 aussi qui me plaît bien.
Bon, ça, c'est une de mes photos voilà, d'impact de foudre. Elle est bien violente, celle-là. Elle est bien violente. Elle est bien violente. Elle est bien colorée aussi. Voilà, là, j'ai fait un petit montage pour montrer les 3 impacts. Ah ouais. Donc, alors, le premier impact, c'est celui que j'ai retrouvé le mois dernier. Voilà. Celui du milieu, il a fait une double page de Paris Match. Ouais, mais celui-là, il est génial parce qu'il éclaire carrément la Tour Eiffel et tout. C'est vraiment. Il éclaire. Oui, il était très très violent celui-là. Ah ouais. Très très violent. Alors photographiquement, effectivement, il est plus cramé que les autres parce que l'éclair est tellement monumental que. Ouais, mais il est tellement. Ça enlève absolument rien à la photo. Là, franchement, on s'en Ouais. branle, quoi. Il est assez impressionnant. Je crois que c'est tout ce que j'ai choisi là. Oh, mais c'est déjà pas Ça te mal, suffit je trouve. mais j'ai une collection avec des milliers de photos, je peux en parler pendant des heures. Ouais, mais t'es chiant parce que des fois tu vas voir un photographe, il a une poignée de très belles photos, ensuite il a des belles photos et puis il a les photos qu'on fait tous. Et toi, putain, tu peux nous sortir 200 photos et il y a 200 photos qui seront bien. T'es chiant. Bon, écoute, de toute façon, merci beaucoup Bertrand pour cette interview. Et puis je pense C'est une joie. Ouais, et je pense que tu as éclairé pas mal de monde sur la macro, sur les photos du ciel, tout ça. Je pense qu'il y en a un paquet qui vont y trouver des choses, de l'inspiration. Hein. Donc merci beaucoup. Et puis comme on dit d'habitude au studio de poche. À la revoyure. Ok, t'es prêt? 1, 2, 3. Je sens que j'aurais pas dû avoir envie de faire ce son quand je vais bouffer. Ah, je me fais bouffer comme une merde. Je savais que ça allait être trop. Nice. Je fais moins de tir que d'habitude. Ah mais j'ai pas le même coup de main que toi, moi. Tu fais chier. Dégoûtant.